Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative pour le 8e chapitre d'histoire, donc qui s'intitule Enjeux et conflits dans le monde d'après 1989. Donc dans ce chapitre, il s'agit de voir en fait ce qui s'est passé après la guerre froide et donc les relations internationales, les relations entre les différents pays après donc l'éclatement de l'URSS et encore une fois la fin de la guerre froide. Euh, donc on va parler de plusieurs conflits dans ce chapitre-là. Il y a des choses assez complexes, assez compliquées, mais gardez à l'esprit qu'on vous demandera pas forcément d'expliquer chaque conflit en détail. Dans ce chapitre, il y a beaucoup de choses qui sont pour votre culture personnelle. On vous demandera en fait de retenir vraiment l'essentiel, le plus important, de savoir qu'il y a eu des conflits à tel ou tel endroit, mais pas d'expliquer en détail, d'accord? Donc je le dis en introduction pour pas que vous vous rendiez compte que c'est très très compliqué et que peut-être vous n'avez pas compris 100%, c'est pas forcément dramatique, d'accord? Donc, en introduction, la fin de la guerre froide et la dislocation du bloc de l'Est, donc là, si vous ne vous rappelez plus ce que c'est que le bloc de l'Est, je vous renvoie au cours sur la guerre froide, on redéfinit les rapports internationaux, ça veut dire on changeait les rapports entre pays, et la question qu'on va se poser, c'est comment s'organise le monde depuis la fin des années 80, donc depuis 1989, l'éclatement de l'URSS, vous vous rappelez, et encore une fois la fin de la guerre froide. Donc on va commencer par un grand 1, le monde après 1989, dominé par les États-Unis, et là, donc le grand A, ça va simplement être un rappel de ce qu'on avait vu à la fin du cours sur la guerre froide. Donc il n'y a pas de document, là c'est des choses que vous avez déjà vues. Donc après la fin de la guerre froide en 1989 et l'éclatement de l'URSS en 1991, donc vous vous rappelez l'éclatement de l'URSS, c'est le moment où l'URSS n'existe plus, il disparaît, il se sépare en fait en une quinzaine de républiques. D'accord ? À ce moment-là, à partir de 1991, donc les États-Unis demeurent la seule superpuissance mondiale. Pendant la guerre froide, vous vous rappelez, on avait dit que le monde était bipolaire. Ça veut dire qu'il y avait deux grands pôles de puissance, les États-Unis et l'URSS, et que ces deux pôles de puissance étaient rivaux. Même chose, tout ça, on l'a vu dans le chapitre sur la guerre froide. Vu que l'URSS a éclaté, il nous reste un seul grand pôle de puissance qui sont les États-Unis. C'est pour ça qu'à partir de 1989, à partir de 1991, pardon, on dit que le monde est unipolaire. Un seul pôle de puissance, donc les États-Unis restent la seule superpuissance mondiale. Et donc, dans les années 90, leur puissance est incontestés et ils vont intervenir partout en fait dans le monde pour défendre leurs intérêts, donc notamment économiques, pour s'assurer en fait de leur influence, de leur puissance à l'échelle du monde. À cette époque-là, dans les années 90, les États-Unis ont un surnom, on les appelle les gendarmes du monde, parce que ils interviennent un peu partout dans le monde, c'est la plus grosse puissance à cette époque-là, et cette puissance n'est pas ou très très peu contestée. D'accord ? Du côté de l'ex-URSS, comment ça se passe? Donc après l'éclatement de l'URSS, de nombreux pays d'Europe de l'Est, donc qui avant étaient intégrés à l'URSS, vont souhaiter faire partie de l'Union européenne. Donc là, rappel sur la construction européenne. Donc on a beaucoup de pays de l'Est en fait qui vont faire partie de l'Union européenne. Certains vont même intégrer l'OTAN, donc devenir alliés en fait des États-Unis. D'autres pays d'Europe de l'Est, donc ceux qui sont le plus près de la Russie, hein, donc notamment les pays baltes, donc Estonie, Lettonie, Lituanie et d'autres, vont décider eux de ne pas intégrer donc l'Union européenne, mais de former avec la Russie ce qu'on appelle la CEI, qui est donc une alliance économique de pays, un marché commun en fait, si vous voulez. Donc, avec la Russie et d'autres pays, donc ils forment une association économique, d'accord ? Donc avec à la fois donc l'Union européenne et la CEI, l'Europe est beaucoup plus unie, il y a moins de divisions et le risque de conflit semble écarté, c'est-à-dire qu'à la fin de la guerre froide, on se dit bon bah a priori c'est la fin des guerres en Europe et même dans le monde, on n'a plus de rivalité, on a un seul grand pôle de puissance, donc on devrait partir sur une décennie donc apaisée. Et bah pas du tout. Il y a eu énormément de guerres donc dans les années 90, mais des guerres différentes
dans leur cause des conflits qu'il y a eu précédemment, donc notamment pendant la guerre froide. Donc on va regarder tout ça avec une carte, on va prendre la carte page 141, et voir où ont lieu la plupart des conflits des années 1990. Donc on prend la carte de votre manuel, donc je vais tout afficher, ce sera plus simple. Donc on va pas forcément tout regarder, hein. On va surtout nous intéresser aux conflits majeurs. Ok, donc les conflits majeurs, ils sont représentés en légende donc par ce petit pictogramme d'explosion, d'accord. Donc si on regarde, on voit donc qu'on a beaucoup de conflits en Afrique. On étudiera donc un exemple, ce sera le conflit au Rwanda, mais on y viendra. On voit aussi, alors non justement on le voit pas, mais il y a une guerre en fait en ex-Yougoslavie. Alors je vais vous expliquer ce que c'est dans un instant. Et on a aussi donc un conflit en Israël et en Palestine. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces guerres sont surtout des guerres civiles et de moins en moins des conflits entre États. Alors, ça arrive toujours, hein, les conflits frontaliers, ça veut dire un pays qui en attaque un autre pour une contestation des frontières ou pour prendre du territoire, etc. Mais à partir des années 90, c'est beaucoup plus rare que les guerres civiles. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une guerre civile, c'est une guerre à l'intérieur d'un pays entre différents peuples à l'intérieur de ce pays-là. Par exemple, une guerre civile en France, ce serait des Français qui se battent contre d'autres Français. D'accord ? Pour parler clairement et que vous sachiez ce que c'est de façon simple. Ok ? Donc je répète une dernière fois, une guerre civile, une guerre qui a lieu à l'intérieur des frontières d'un seul pays, et c'est les habitants de ce pays qui se battent entre eux, si vous voulez. Alors, on va regarder donc, trois exemples. Donc, par rapport à ce que je vous disais en intro, c'est à ce moment-là en fait que ça va devenir un tout petit peu compliqué. Je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo pour aller voir d'autres vidéos sur YouTube pour essayer de simplifier un peu la chose. Encore une fois, on vous demandera pas d'expliquer ces conflits là que je m'apprête à vous expliquer dans leurs détails, d'accord. On vous demandera juste de savoir que ça s'est passé. Voilà. Alors, on va commencer par la guerre en ex-Yougoslavie, donc qui se déroule en Europe dans les années 90. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que l'ex-Yougoslavie, on va regarder ça. Donc, est-ce que déjà vous arrivez à vous repérer? Donc là, vous voyez, on a l'Italie, l'Autriche et l'ex-Yougoslavie, c'est cet ensemble de pays. D'accord, donc la Yougoslavie à cette époque-là, en 1980, oui, c'est tous ces pays-là qui sont ensemble dans ce qu'on appelle une fédération. Tous ces pays-là étaient ensemble. Donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont été donc libérés et dirigés par une personne qui s'appelle le maréchal Tito, d'accord. Et donc Tito dirigeait tous ces pays-là qui étaient communistes. C'était un gouvernement autoritaire et donc qui était allié de l'URSS pendant la guerre froide. Donc la Yougoslavie faisait partie du bloc de l'Est. Mais Tito va mourir en 1980 et à ce moment-là, les différents peuples qui composent la Yougoslavie vont chercher à obtenir leur indépendance. Ok ? Pourquoi ? Parce que ces peuples sont très différents, il y a beaucoup de langues, de religions différentes, et donc la fédération en fait yougoslave, le pays de la Yougoslavie, ne tenait en fait que grâce à l'autorité de Tito, à ce gouvernement autoritaire, voire totalitaire, qui empêchait en fait toute révolte et toute volonté d'indépendance. Mais une fois qu'il est mort, les différents pays qui composent donc la Yougoslavie vont chacun vouloir être indépendants. Notamment en fait la Serbie. Alors la Serbie ne veut pas seulement être indépendante, elle veut dominer les autres pays. C'est-à-dire en fait elle veut commander la Yougoslavie, elle veut garder en fait la Yougoslavie ensemble, mais que ça soit elle qui commande. Donc d'autres pays en fait vont demander leur indépendance.
donc notamment la Slovénie et la Croatie, et la Serbie va tenter de les en empêcher en leur faisant la guerre, donc en envoyant des chars en Serbie, en Slovénie. Elle va échouer, elle va pas réussir, et en 1991, donc la Slovénie et la Croatie se déclarent indépendantes. Plus tard, en 1992, c'est au tour de la Bosnie de chercher à se séparer, là encore, de la Serbie et de devenir indépendante. Mais là encore, la Serbie ne va pas accepter ça et va envoyer des chars. Il va y avoir donc des mois et des années de guerre entre la Bosnie et la Serbie. Finalement, là encore, la Bosnie va réussir à obtenir son indépendance, en sachant qu'il a fallu l'intervention de l'ONU, donc pour calmer le conflit. Dans les années qui suivent, les autres pays, donc Monténégro, Kosovo et Macédoine, vont aussi se séparer, et donc on va arriver à cet ensemble de pays indépendants qu'on connaît aujourd'hui, et donc aujourd'hui on fait encore parfois référence à ce qu'on appelle l'ex-Yougoslavie, ex-ancienne, donc c'est l'ensemble de ces pays-là, mais donc il a fallu plusieurs guerres, parce qu'en fait c'est les guerres d'ex-Yougoslavie. Il a fallu plusieurs guerres pour que ces pays se séparent et obtiennent chacun leur indépendance, d'accord? Alors encore une fois, moi je fais très simple, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller en voir une autre, c'est très court, hein, c'est 2 ou 3 minutes, donc c'est un reportage qui vous explique, là encore une fois, mais avec des images, ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie. Donc on retient, c'est une guerre d'indépendance, donc c'est des différents peuples qui étaient intégrés à l'intérieur de la Yougoslavie, qui se séparent, donc en se faisant la guerre, pour obtenir leur indépendance. Si vous retenez ça, c'est déjà très bien. D'accord? Donc, dans les années 90, la guerre en Yougoslavie. On va maintenant s'intéresser donc à des guerres qui ont aussi lieu donc en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, et qui là encore sont des guerres civiles. On prend un exemple avec un conflit donc qui a eu lieu en 1994 au Rwanda. Donc le Rwanda, vous avez une mini carte ici, donc, regardez la souris, donc vous voyez le Rwanda c'est un tout petit pays donc d'Afrique centrale, voire d'Afrique de l'Est, et dans ce pays on a donc deux ethnies, c'est-à-dire deux peuples différents. Il y a les Hutus, c'est marqué ici, et les Tutsis, sachant que les Hutus sont majoritaires, voilà, ils sont à plus de 80%, dans le pays, il y a une minorité de Tutsis. Alors, quelque chose qu'il faut expliquer ici, c'est que beaucoup de guerres civiles qui ont lieu en Afrique trouvent leurs racines, en fait, dans la fin de la colonisation. Il faut bien se dire que les frontières de ces pays ont été tracées par les colons européens qui n'en avaient pas grand-chose à faire des peuples qui habitaient sur ce territoire-là. Eux, ils traçaient les frontières sur des cartes, et c'était surtout des frontières en fait pour se séparer de l'autre colon européen qui pouvait avoir un territoire à côté. Quand ces pays se sont libérés, ils ont conservé les mêmes frontières, sauf que du coup, dans beaucoup de pays africains, on a différentes ethnies, différents peuples, si vous préférez, qui cohabitent sur ce territoire, et certains peuples veulent dominer les autres, ou veulent être indépendants des autres, donc c'est très compliqué, ça va générer beaucoup de guerres civiles, et aussi beaucoup de conflits entre différents pays, d'accord ? Alors, c'est le cas au Rwanda, donc qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Vous avez une petite chronologie ici. Donc, je vais simplifier, hein, parce que sinon on va vraiment y passer trop longtemps, et encore une fois, on vous demandera jamais d'expliquer tout ça en détail. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe au Rwanda en 1994? Les Hutus, donc le peuple en fait qui est majoritaire dans le pays, souhaite commander la totalité du pays sans que les Tutsis puissent avoir une représentation politique. Ça veut dire en gros, les Hutus commandent et il n'y a aucun Tutsi qui fait de la politique, qui fait qui a le droit donc d'exprimer son avis. C'est un régime autoritaire et c'est comme ça. Ce qui se passe, c'est que le 6 avril 1994, l'avion du président donc
Hutus est abattu et les Hutus vont accuser les Tutsis d'être à l'origine de cet assassinat. À partir du 7 avril, il va y avoir des massacres de Tutsis, alors à Kigali qui est la capitale, et un peu partout dans le pays. En fait, c'est le début d'un génocide, hein, c'est-à-dire que les Hutus essayent de massacrer tous les Tutsis du pays. Les Tutsis vont réagir et donc avec ce qu'on appelle le FPR, ils vont former une armée, si vous voulez, qui va se battre contre les Hutus. Donc à ce moment-là, on est vraiment dans une guerre civile avec deux ethnies, deux peuples qui se battent à l'intérieur du pays, les Hutus contre les Tutsis. Je vais avancer un peu donc ce qui va se passer après. Il va y avoir une intervention des casques bleus de l'ONU. Et donc petit à petit, les Tutsis vont reprendre le contrôle du pays et commettre parfois eux aussi des massacres. Finalement, donc le FPR va reprendre beaucoup de territoires et mettre fin à la guerre. Donc, ce qu'il faut surtout retenir ici, c'est que c'est bien une guerre civile, donc entre deux peuples à l'intérieur d'un pays, et au final, cette guerre s'est aussi accompagnée d'un génocide, puisqu'il y a eu 800 000 morts, donc notamment Tutsis, qui ont été massacrés par l'autre ethnie, les Hutus. Il y a un troisième exemple qu'on va prendre, c'est donc un foyer de tension qui existe toujours aujourd'hui, et c'est donc ici donc le conflit entre Israël et la Palestine. Alors là encore, c'est quelque chose de très complexe. Je vous mettrai une vidéo en fait, pareil en lien dans la description, pareil très courte, 3 minutes, mais qui est assez claire. Ça vous montre en fait par carte donc ce qui s'est passé à cet endroit-là. Moi, là encore, je vais essayer vraiment de faire au plus simple possible, juste pour que vous compreniez en fait l'origine de ce conflit, mais je vais pas trop rentrer dans les détails, parce que sinon, il faudrait faire un cours de 3 heures, voire même plus, tellement la situation est complexe et tellement il y a de dates différentes à retenir. Alors, qu'est-ce qui se passe donc entre Israël et la Palestine? Alors, donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'État d'Israël a été approuvé, a été créé quelque part par l'ONU à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc quand la communauté internationale a pris la mesure de ce que de ce qu'avaient fait les nazis aux populations juives d'Europe. D'accord? Donc ce qui s'est passé donc en 1947, c'est que donc sur le territoire palestinien, donc qui se trouve à l'est de la mer Méditerranée, hein, si vous avez du mal à vous repérer, donc on a créé en fait un État Israël, un État donc juif. Sur des territoires qui auparavant étaient occupés. C'est-à-dire que avant 1947, en Palestine, il y avait des populations arabes qui vivaient là. Et en 1947, l'ONU dit, on va créer aux Juifs un État, donc Israël, et on va partager en fait le territoire entre d'un côté des territoires palestiniens, donc occupés par des populations arabes que vous avez ici en vert, et donc ici en blanc, vous avez l'État d'Israël, d'accord, avec un statut particulier pour la ville de Jérusalem, qui est ouverte aux deux peuples et gérée presque de façon internationale. Ce qui va se passer par la suite, c'est que les autres États arabes, donc qui sont frontaliers d'Israël, ne vont pas accepter en fait la création de cet État et vont l'attaquer. Israël, qui est soutenu par les États-Unis, va répliquer et donc vu qu'il se sent menacé, va annexer de plus en plus de territoires. D'accord? Donc vous avez l'évolution petit à petit. De 1948 à 1967, vous voyez qu'Israël prend de plus en plus de territoires. Et en 2005, vous voyez que les territoires palestiniens se sont énormément réduits. Alors, l'origine de ce conflit, il est là. C'est que c'est une situation qui est très complexe. D'un côté, les Israéliens se disent, ce pays nous a été donné, enfin a été créé par l'ONU, on a le droit d'être là, et ils se sentent en fait agressés par les autres pays en fait qui ne l'acceptent pas.
Et puis on a aussi les populations donc palestiniennes, les populations arabes si vous préférez, qui elles se sentent occupées, colonisées presque par l'État d'Israël. Ils ont le sentiment en fait qu'on leur prend petit à petit leur territoire et qu'ils sont chassés, occupés, qu'ils doivent obéir à Israël. Et donc on a par épisode des révoltes en fait des populations palestiniennes qui vont donc attaquer en fait des soldats israéliens. Israël va répliquer donc en envoyant son armée dans les territoires occupés par les Palestiniens. Ça fait souvent beaucoup de morts. Après il y a un moment d'accalmie et ça repart. Donc souvent les Palestiniens tirent des roquettes en direction donc de villes israéliennes. Israël réplique en envoyant l'armée, il y a des morts, etc., etc. Donc c'est vraiment une situation très complexe, et donc ça dure en fait quasiment depuis la création de l'État, donc en 1947 avec le plan de partage de l'ONU. Encore une fois, ici je vous présente les choses de façon extrêmement simplifiée. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je vous invite vraiment en fait à aller regarder dans la description de la vidéo et à suivre le lien. Ça vous prendra pas beaucoup de temps de regarder la vidéo que je vous ai mise. Il me semble que de mémoire elle dure 3 minutes et vous avez beaucoup de cartes avec des images aussi qui vous sont présentées pour comprendre ce qui se passe de façon un tout petit peu plus complexe. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment donc d'identifier les principales zones de conflit dans les années 90 et de voir les raisons à chaque fois des conflits. Donc on se rend compte, comme je le disais, qu'à partir de 1990, c'est surtout des guerres civiles, donc à l'intérieur des États. Si on regarde ce que ça nous donne au niveau du à retenir, donc après 1989 et malgré la fin de la guerre froide, de nouveaux conflits apparaissent. Il s'agit de moins en moins de problèmes entre États, même s'il y en a encore, il y a encore des conflits donc pour les frontières, et de plus en plus de guerres civiles. Donc je répète, une guerre civile, c'est une guerre à l'intérieur des frontières d'un pays entre les populations de ce même pays. D'accord ? Donc on retrouve nos 3 exemples ici, mais évidemment il y a d'autres conflits dans les années 90. En Europe, la Yougoslavie se déchire de 1992 à 1995 dans des guerres d'indépendance qui font plus de 200 000 morts. On vous demande juste de retenir ça. De nombreux pays africains connaissent des troubles internes, donc beaucoup en fait de guerres civiles qui, comme je l'ai dit, sont liées de façon plus ou moins directe à la colonisation et aux frontières qui sont héritées de cette colonisation, donc des problèmes politiques, religieux ou ethniques, comme par exemple au Rwanda en 1994, mais il y a beaucoup d'autres guerres civiles dans les années 90 en Afrique subsaharienne, où le conflit s'accompagne d'un génocide. Le Moyen-Orient reste encore aujourd'hui une zone de vive tension. Le conflit entre Israël et les Palestiniens ne parvient pas à trouver de solution depuis la création de l'État en 1947-1948. À ceci, donc dans cette région, s'ajoutent des conflits qui portent sur les réserves de pétrole autour du golfe Persique. Donc ça, on n'en a pas parlé, mais dans cette région-là, d'accord, autour du golfe Persique, il y a aussi beaucoup de tensions autour pour le contrôle en fait des ressources en pétrole, notamment donc dans les années 90, ce qu'on va appeler la guerre du Golfe en 1991. Donc pour faire court, en fait, c'est les États-Unis qui interviennent, donc ils vont envoyer des troupes pour protéger le Koweït qui est attaqué par l'Irak. Je rentre pas dans les détails parce que sinon ça va être très long. Pareil, il va y avoir beaucoup de dates, vous allez être bombardé d'informations. Or, ce qu'il faut retenir ici, c'est vraiment que la nature des conflits change à partir des années 90. On n'est plus comme dans la guerre froide avec un affrontement indirect entre les États-Unis et l'URSS. À partir des années 90, c'est, comme je le disais, beaucoup de guerres civiles. Et également, donc comme on le voit ici, des conflits pour le contrôle des ressources et notamment le contrôle du pétrole. D'accord ? Si vous retenez ça, c'est très bien.
Plus récemment, donc là je rajoute quelque chose, les révolutions arabes de 2011, donc vous voyez qu'on arrive dans l'histoire assez récente, au Moyen-Orient, initiées pour obtenir davantage de liberté et de démocratie. Alors ça, vous étiez encore jeune, mais vous en avez peut-être entendu parler, donc c'est ce qu'on a appelé le printemps arabe. En 2011, on a eu beaucoup de révolutions, donc dans différents pays du Moyen-Orient, pour chasser en fait les dictateurs qui se trouvaient là-bas, donc notamment en Égypte, en Libye et dans d'autres pays encore. Mais ces révolutions ont dans beaucoup de pays, là encore, débouché sur des guerres civiles, comme par exemple en Syrie ou en Libye. Donc, malgré le fait que la guerre froide se soit terminée à la fin des années 80, début des années 90, malgré le fait qu'il y ait l'ONU qui essaye d'intervenir à chaque fois pour apaiser les conflits, pour essayer de régler les choses de façon diplomatique et pacifique, on voit qu'il y a encore aujourd'hui de nombreuses zones de tension dans le monde et beaucoup de guerres civiles. D'accord ? On arrive au grand 2, comme d'habitude, faites des pauses. Si vous avez vu le grand 1, là, il y a déjà beaucoup de choses à voir. Vous avez des vidéos à aller voir aussi. Faites une pause, revenez demain ou après-demain, ça vous permettra de mieux retenir. Vous connaissez, je répète ça depuis les premières vidéos. Donc, moi j'avance. Grand 2, depuis 2001, des conflits et des interventions liées au terrorisme. Donc là, on va passer sur d'autres types de tensions. On va prendre les documents, donc page 142, 145. Donc, voilà. Donc là aussi, on arrive sur quelque chose que vous connaissez, je pense, vous en avez forcément entendu parler, donc c'est l'attaque du 11 septembre 2001. Donc le 11 septembre 2001, il y a deux avions qui s'écrasent sur les tours jumelles du World Trade Center à New York, donc c'était des immeubles de bureaux, puisque c'est un quartier d'affaires. Bon, il y a des avions qui s'écrasent aussi ailleurs, donc notamment pas loin du Pentagone, mais on va rester surtout, pour simplifier, sur ces deux avions-là. Donc c'est un attentat terroriste, c'est-à-dire c'est une organisation terroriste qui s'appelle Al-Qaïda, c'est écrit ici, qui a détourné ces avions. Donc il y a des terroristes en fait à l'intérieur de l'avion qui ont pris le contrôle de l'appareil, donc qui ont sorti des armes dans l'avion, qui ont tué le personnel de bord et les pilotes, et qui ont changé de cap et amené volontairement les avions à s'écraser sur ces tours. Donc c'est un attentat très meurtrier parce que à la suite de l'explosion des avions, donc faut imaginer qu'il y a beaucoup de kérosène, d'essence si vous voulez, qui va brûler, ça va fragiliser toute la structure et les tours en fait vont s'écrouler, et donc il y a plus de 3000 morts à la suite de cet attentat. Alors, rapidement sur le pourquoi Al-Qaïda donc fait ça. Al-Qaïda, c'est une organisation terroriste islamiste, c'est-à-dire qu'en fait c'est des terroristes en fait qui cherchent, en faisant ce type d'attentat, à faire peur aux États-Unis pour leur imposer en fait leur vision des choses. Pourquoi en fait on appelle ça des attaques terroristes? Donc ça vient de la terreur. Le but en fait c'est que la population du pays qui subit les attentats ait vraiment très peur et donc accepte n'importe quoi, accepte en fait ce que veulent les terroristes. Donc ici dans ce cas-là, c'est laisser les terroristes installer donc des États islamistes dans certains pays, et donc Al-Qaïda voyait vraiment les États-Unis comme le mal dans leur façon de penser. Les États-Unis donc sont un pays décadent puisqu'ils écoutent de la musique, les femmes ont des libertés, etc. Donc pour eux c'est le mal absolu, et donc il fallait les frapper, rentrer en guerre contre eux. D'accord ? Donc à la suite de ces attentats, les États-Unis donc vont réagir en attaquant en fait le pays dans lequel se cachait donc l'organisation Al-Qaïda, et ce pays c'est l'Afghanistan. D'accord ? Donc ils envoient des troupes en Afghanistan pour chercher les terroristes. Alors l'Afghanistan c'est un pays qui est très montagneux, et les terroristes se cachaient dans des grottes et des réseaux souterrains en fait dans les grottes.
vu qu'ils se cachent aussi parmi la population, les Américains vont mener des interrogatoires, vont rentrer dans les maisons, etc., pour demander aux civils en fait s'ils savent où se cachent les terroristes, et ils vont être perçus comme des envahisseurs en fait par les Afghans. Donc les Afghans voient des Américains armés débarquer chez eux, rentrer dans leur maison, leur poser des questions, leur imposer des choses comme l'interdiction de circuler, etc. Donc leur présence est mal perçue, et finalement les Américains vont pas vraiment réussir à chasser les talibans et à ramener la paix. Donc, si on passe sur le à retenir. Le 11 septembre 2001, les États-Unis sont frappés sur leur sol par l'attentat le plus meurtrier de l'histoire. Des avions qui sont détournés par des terroristes islamistes s'écrasent sur les tours du World Trade Center et le Pentagone. Je me rends compte en lisant ça que j'ai pas assez expliqué ce mot-là et la différence entre islamiste et musulman. Les islamistes veulent imposer une vision très très radicale de l'islam. Donc une vision dans laquelle donc la loi islamique s'appelle la charia doit être appliquée de façon extrêmement rigoureuse, extrêmement sévère, et donc c'est quelque chose qui doit s'imposer aux autres. Donc les islamistes ne sont pas tolérants vis-à-vis des autres religions ou des athées, tout simplement. Ils veulent imposer cette vision-là de l'islam, donc encore une fois très très rigoureuse, à tout le monde, et c'est en ça en fait qu'ils sont différents des musulmans. Donc j'explique pour que ça soit bien clair, terroriste islamiste ne veut pas dire terroriste musulman. L'énorme majorité des musulmans dans le monde pratiquent leur religion de façon tolérante, donc en acceptant en fait qu'il y ait des gens qui pensent différemment d'eux, qui n'aient pas les mêmes croyances, etc. Les islamistes, eux, n'acceptent pas ça. Ils veulent imposer en fait leur vision extrême en fait de l'islam à tout le monde. Donc c'est vraiment différent. Le mot islamiste et musulman, c'est pas des synonymes, d'accord? Donc les terroristes islamistes d'Al-Qaïda ont détourné des avions et les font s'écraser sur les tours du World Trade Center, donc le 11 septembre 2001. Et le Pentagone, c'est le centre de commandement de l'armée américaine. Les États-Unis répondent en intervenant militairement en Afghanistan, donc où se cachaient les terroristes d'Al-Qaïda dès 2001, puis en Irak, parce que les États-Unis ont aussi accusé l'Irak de soutenir des terroristes. Mais les États-Unis n'ont pas totalement réussi à rétablir la paix et éradiquer le terrorisme. Pourquoi? Parce que dans une large mesure, ils sont perçus comme des envahisseurs par les populations locales. Finalement, en 2014, ils retirent la majorité de leurs troupes, mais sans avoir vraiment réussi à ramener la démocratie et à avoir éradiqué en fait le terrorisme de ces pays. Depuis, d'autres interventions américaines et internationales ont eu lieu pour combattre le terrorisme islamique, mais là encore, ça n'a pas, ces interventions n'ont pas fonctionné à 100%, et le terrorisme continue de frapper. Donc on sait qu'il y a encore des foyers de terrorisme dans certains pays, et il peut toujours y avoir des attentats dans des pays en guerre. Donc il y a des attentats en Afghanistan, en Irak et en Syrie, donc toujours pour déstabiliser le gouvernement et faire en sorte que donc les terroristes en prennent le contrôle, mais aussi dans beaucoup de pays occidentaux, donc des attentats aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, etc. On passe au grand 3, donc l'émergence de nouvelles puissances, un monde multipolaire. Donc là, on va arriver à partir des années 2000. Donc si vous suivez, donc la chronologie dans votre tête doit être la suivante. Pendant la guerre froide, le monde est bipolaire. Donc on a deux grands pôles de puissance, les États-Unis et l'URSS. Mais en 1991, l'URSS disparaît. Donc les États-Unis restent la seule superpuissance mondiale. On parle alors de monde unipolaire. Un seul grand pôle de puissance. À partir des années 2000, on va avoir donc la montée en puissance d'autres pays qui vont petit à petit et de plus en plus concurrencer les États-Unis. Donc pour ça, on va prendre les documents page 146.
Donc, ici, on a un exemple, donc c'est la montée en puissance de la Chine. Donc la Chine, vous le savez, c'est une grande puissance économique, mais c'est aussi une puissance stratégique. Ça veut dire que le gouvernement chinois va chercher à étendre son influence militaire. Donc, si on regarde ici sur cette carte, voilà, comme ça vous voyez mieux, vous voyez que la Chine conteste certaines frontières, mais surtout en fait qu'elle va essayer d'étendre son influence donc dans l'océan Pacifique. D'accord? Vous l'avez marqué ici, il y a des États qui sont en conflit frontalier avec la Chine et on voit que les États-Unis interviennent avec donc amènent des flottes, donc c'est des bateaux de leur armée, hein. Et pourquoi en fait les États-Unis sont présents ici? Tout simplement parce que les États-Unis ne sont pas prêts à abandonner le contrôle en fait de ces couloirs marins. Donc c'est en fait les routes qu'empruntent les bateaux de commerce. Les États-Unis veulent contrôler ces routes, les Chinois veulent contrôler ces routes. Pourquoi? Parce que en les contrôlant, on fait passer plus de bateaux de son pays. On peut aussi éventuellement faire payer des taxes aux autres pays. Donc la Chine rentre en conflit avec les États-Unis pour le contrôle de ces routes maritimes-là et de certains territoires. Donc il y a aussi des rivalités économiques, puisque la Chine va s'implanter dans différents pays, notamment des pays africains, donc comme ici en Éthiopie, et va prendre parfois la place, en fait, si vous voulez, d'entreprises américaines. Donc petit à petit, on sent que la Chine monte en puissance et concurrence de plus en plus la puissance des États-Unis. C'est pas le seul pays à faire ça, il y en a d'autres, donc notamment la Russie, qui va aussi rentrer en conflit avec les États-Unis, donc pour différentes raisons, toujours à peu près les mêmes, des conflits économiques, le fait de vouloir contrôler certains territoires ou certaines routes maritimes, et d'autres pays, notamment aussi le Brésil. Donc ce qui se passe, c'est que petit à petit, on a donc des pays émergents qui vont contester la puissance des États-Unis et rentrer en conflit avec eux. Alors quand je dis conflit, c'est pas forcément conflit armé, hein. C'est plus des tensions diplomatiques. Voilà, il va y avoir donc des échanges parfois assez vifs entre les présidents de ces deux pays, parfois des sanctions qui sont apposées, par exemple, puisque c'est comme ça, on fera plus de commerce avec vous, donc ce genre de choses. Donc, en résumé, à partir des années 2000, on a la montée en puissance de pays émergents, donc la Chine qui est vraiment le principal, mais également d'autres pays, la Russie, le Brésil et même l'Inde, qui vont petit à petit concurrencer les États-Unis. Alors évidemment sur le plan économique, mais pas uniquement, aussi sur le plan de l'influence militaire dans le monde. Un petit mot sur l'Union européenne. L'Union européenne, donc on a déjà fait le chapitre dessus, hein. Je vous avais expliqué que c'était une puissance économique, donc l'Union européenne concurrence aussi les États-Unis du point de vue du commerce, du point de vue de l'industrie, mais on avait aussi vu dans le chapitre de géographie, hein, sur l'Union européenne que aujourd'hui, actuellement, l'Union européenne n'est pas une puissance militaire et n'est pas une puissance stratégique. Donc, l'Union européenne n'est pas un concurrent des États-Unis sur le plan militaire. Néanmoins, on peut aujourd'hui dire que le monde est multipolaire. Ça veut dire qu'il n'y a plus deux pôles de puissance comme pendant la guerre froide, bipolaire, il n'y a plus un seul pôle de puissance comme dans les années 90, unipolaire, mais il y en a plusieurs, donc multipolaire, puisqu'il y a plusieurs pôles de puissance. On reprend tout avec le retenir pour que ça soit plus clair. Depuis la fin des années 2000, même si les États-Unis demeurent une superpuissance, donc les États-Unis encore aujourd'hui sont encore une superpuissance, seulement c'est plus la seule. Ils doivent faire face à l'émergence de nouveaux concurrents. Les BRICS, donc pour rappel, Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, Afrique du Sud. Donc les BRICS, qui sont des pays très peuplés et dont l'économie est en forte croissance, développent leur influence internationale et leur puissance militaire. Alors, le principal pays ici qui développe son influence militaire, c'est la Chine, d'accord ?
Les États-Unis vont chercher à protéger leurs intérêts, ça veut dire ils ont du mal à accepter de se faire concurrencer, ont du mal à accepter qu'avant c'était leur armée qui gérait en fait le passage de certains bateaux à certains endroits, des routes maritimes, et donc les États-Unis vont rentrer en conflit avec certains pays, notamment avec la Chine, pour contrôler, encore une fois, des routes maritimes ou certains territoires, notamment où il y a des ressources importantes, comme par exemple le pétrole. Donc les États-Unis rentrent en conflit avec la Chine ou la Russie. Encore une fois, quand je dis conflit, ça ne veut pas dire guerre. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont se tirer dessus et rentrer en guerre. C'est plutôt des tensions diplomatiques et donc des sanctions économiques. L'Union européenne, comme on l'a dit, est également une puissance économique majeure, concurrente des États-Unis dans ce domaine, le domaine commercial et industriel, mais comme on l'a déjà dit dans un précédent chapitre de géographie, elle a du mal à parler d'une seule voix sur les sujets internationaux, et donc n'est pas, à l'heure actuelle, une puissance diplomatique ou militaire. C'est-à-dire que l'Union européenne ne concurrence pas du tout les États-Unis du point de vue stratégique et militaire. Donc, les États-Unis, donc c'est surtout ça qu'il faut retenir, hein, c'est le plus important de cette troisième partie. Les États-Unis ne sont plus le seul pôle de puissance mondiale, le monde est devenu multipolaire, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui plusieurs pôles de puissance, les États-Unis, la Chine, on peut rajouter la Russie, on peut même rajouter le Brésil, l'Inde, donc tous les BRICS, et même l'Union européenne, mais qui elle est une puissance économique, mais vraiment pas... Enfin, son influence militaire est très très limitée. D'accord ? Donc, en conclusion, l'organisation du monde a fortement évolué depuis la fin de la guerre froide, de nouveaux conflits sont apparus. Donc là, je rappelle tout ce qu'on a vu, et vraiment l'essentiel, ce que vous devez retenir. De nouveaux conflits sont apparus, c'est-à-dire que à la fin de la guerre froide, il n'y a plus de conflit indirect entre les États-Unis et l'URSS, puisque de toute façon l'URSS n'existe plus, mais de plus en plus de conflits qui sont des guerres civiles, à l'intérieur d'un même pays, donc des conflits entre ethnies, entre peuples, pour savoir qui va diriger le pays, pour obtenir son indépendance, et des conflits donc pour le contrôle des ressources, comme par exemple la guerre du Golfe pour contrôler les ressources de pétrole au Moyen-Orient. Donc de nouveaux conflits. L'ordre mondial est passé d'unipolaire à multipolaire, c'est-à-dire que dans les années 90, avec la fin de l'URSS, on avait une seule puissance, c'était les États-Unis, mais petit à petit, à partir des années 2000, on a de nouvelles puissances qui apparaissent et qui concurrencent de plus en plus les États-Unis, notamment la Chine et d'autres pays émergents comme la Russie. D'accord ? Donc un monde multipolaire. Je me rends compte que j'ai juste oublié de vous rappeler, nouveaux conflits, c'est aussi les conflits qui sont liés à la guerre contre le terrorisme. Donc à la suite donc d'attentats, des pays vont chercher à se défendre en envoyant leur armée, donc faire la guerre en fait aux terroristes qui se cachent dans certains pays. D'accord ? Voilà, écoutez, on arrive au bout, donc comme d'habitude, j'espère avoir été le plus clair possible, que vous avez bien compris ce chapitre. Comme d'habitude, je vous rappelle, si vous avez des questions, quelque chose n'a pas été clair, vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur l'ENT avec votre question et je répondrai avec plaisir le plus tôt possible. Sinon, vous pouvez également attendre la tenue du live. Donc là, pareil, attendez le mail sur l'ENT, je vous tiendrai au courant très rapidement. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à bientôt.